Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle, l'émission qui, chaque semaine, vous emmène à la découverte de la Moselle, de son histoire et de son patrimoine. Et justement, parmi les nombreuses guerres et batailles qui caractérisent l'histoire de la Moselle, l'une d'elles va particulièrement marquer le territoire, tant par l'horreur des combats que par les vestiges qu'elle laisse sur notre territoire. Cette guerre, c'est celle de 1870 qui oppose l'Empire français de Napoléon III et la coalition allemande menée par le Premier ministre prussien Otto von Bismarck. En juillet 1870, lorsque la guerre est déclarée, la Moselle se prépare à être au cœur des combats. Et au mois d'août, l'horreur commence. Gravelotte, à quelques kilomètres de Metz, va rapidement devenir l'un des symboles du début de cette guerre. Tout au long de cette émission, nous retracerons l'histoire de ce qu'on appelle désormais la bataille de Gravelotte et nous partirons à la découverte du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion qui se trouve là même où les combats ont fait rage. Alors, que s'est-il passé réellement à Gravelotte ? Pour le savoir, je me suis rendu sur place en compagnie d'experts qui ont répondu à toutes mes questions. Regardez. Après la déclaration de guerre du 19 juillet 1870, l'Alsace et la Moselle s'apprêtent à vivre des heures difficiles. Bitsch et Metz sont aux aguets. Les premières batailles et les différents combats aux frontières n'augurent rien de bon pour l'Empire français. Bouzonville, Sarrebruck, Wissembourg, Reichshoffen, Spicheren, malgré les efforts et les terribles sacrifices de l'armée impériale, les Prussiens, pourtant très atteints eux aussi, continuent d'avancer. Le 15 août, les troupes prussiennes arrivent à Mars-la-Tour. La bataille qui s'ensuit est une véritable boucherie. Il s'agit d'ailleurs de la dernière bataille d'Europe où la cavalerie jouera un rôle déterminant. Les Français, pourtant victorieux lors de cette bataille, se replient et le 16 août, c'est à Gravelotte que les deux armées se font face à nouveau. Les troupes prussiennes, commandées par le général von Steinmetz, occupent Gravelotte, alors que les soldats de l'armée impériale française, qui sont dirigés par le maréchal Bazaine, sont retranchés sur les hauteurs de Rozereul. Les combats sont terribles. Tout au long de la journée, les armées ennemies se battent. Des deux côtés, les morts se comptent par centaines, puis rapidement par milliers. Et c'est à la nuit tombée que l'enfer prend fin, temporairement du moins. Du côté prussien, on dénombre pas moins de 5300 morts et plus de 14 000 blessés. Côté français, 1200 hommes sont tombés au combat et plus de 10 000 blessés et disparus sont à déplorer. Mais malgré ce bilan, encore une fois, aucun camp n'est vraiment vainqueur. Le maréchal Bazaine décide malgré tout de ne pas relancer d'attaque qui aurait pu mettre à terre l'armée ennemie isolée. Mais dans le feu de l'action et après la fatigue de plusieurs jours de combat, le maréchal Bazaine pouvait-il vraiment se rendre compte d'un quelconque avantage en sa faveur ? Quoi qu'il en soit, la bataille de Saint-Privat qui se tient le 18 août aura cette fois raison de l'armée impériale française. L'armée du Rhin subit une défaite cuisante et Bazaine poursuit sa retraite avec ses hommes en s'enfermant dans les remparts de Metz, isolant ainsi son armée au cœur d'un territoire désormais occupé par l'ennemi. L'empereur prussien Guillaume Ier sera très touché par ces 2 jours de bataille et les dizaines de milliers de morts que ces combats du 16 et 18 août ont engendrés. Il dira plus tard « Les soldats de ma garde ont trouvé leur tombeau à Saint-Privat ». L'horreur des combats qui ont eu lieu autour de Gravelotte est encore palpable de nos jours. Au bord des routes, dans les champs, les ossuaires sont nombreux. Les milliers de victimes de ce mois d'août 1870 reposent toujours sur les champs de bataille qui ont transformé la région en enfer. Dès la fin de la guerre, les autorités allemandes mettent en place un monument de près de 35 mètres de haut afin de rendre hommage aux soldats tombés au front. Démonté à la veille du XXe siècle, il sera remplacé par ce bâtiment qui se trouve aujourd'hui en face du musée départemental de la guerre de 1870 et de l'annexion. Une nécropole dont l'esthétique rappelle les fondements des traditions germaniques. Ici, c'est le style néo-roman et donc les piliers sont tous sculptés d'une façon différente. On remarque qu'il y a des figures différentes, on a des animaux, on a différentes représentations qui incarnent
l'idée que se faisaient les Allemands dans leur conception païenne du Valhalla. C'est l'au-delà allemand, donc avec des figures mythologiques. On a un lion, on a d'autres animaux, on a d'autres formes. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce lieu et puis son intérêt esthétique au-delà de son intérêt mémoriel et commémoratif. Dans les jardins de cette halle du souvenir, de nombreuses tombes et ossuaires. Et si l'on y trouve des corps de soldats allemands, bien sûr, il y a également de nombreux corps français. Une volonté politique mise en place après la signature du traité de Francfort en mai 1871. En effet, les nombreux corps étant disséminés entre les territoires annexés et les territoires français, les autorités décident de prendre en charge les corps qui se trouvent sur leur territoire, sans distinction de nationalité. En 1918, lorsque la Première Guerre mondiale se termine et que l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises, les lieux connaîtront des transformations non négligeables. Après la Première Guerre mondiale, en 1918, les Français sont venus aussi ici accomplir un certain nombre de gestes symboliques. Et donc, il y avait ici une statue qui avait été offerte par l'empereur Guillaume II, l'Ange de la Paix. Cette statue a été détruite. Il y avait des médaillons qui ornaient ce cloître avec des portraits de généraux allemands. Et toutes ces représentations ont été détruites. Alors, on a gardé au sein du musée les plâtres qui ont servi pour réaliser les médaillons, on peut encore les voir. Cependant, la statue, elle, a été détruite. Donc, on ne peut pas parler vraiment de revanche. Cependant, voilà, ce sont des gestes symboliques qui se sont déroulés après la guerre dans un contexte particulier. Ce monument est aujourd'hui le plus important élément de souvenir de cette guerre de 1870. Et lors de sa construction, en territoire annexé donc, les Français construisent également, à quelques kilomètres de là, leur propre monument, comme ici, à Mars-la-Tour, en Meurthe-et-Moselle. Les stigmates qui jalonnent le territoire de la Moselle témoignent toujours de l'intensité de cette guerre de 1870. Gravelotte, devenu le symbole de cette guerre sanglante, est aujourd'hui l'un des rouages de la compréhension de l'histoire de la Moselle. Voilà donc pour cette terrible bataille de Gravelotte et de Saint-Privat. Après la défaite de l'empereur Napoléon III, la République est proclamée à Paris et le conflit avec la Prusse s'exporte à l'ouest de la Moselle, vers Paris, mais ceci est une autre histoire. La guerre de 1870 était crainte par les autorités de l'Empire français. Alors les états-majors se mettent en ordre de bataille et l'enceinte de fortification autour de Metz commencera à être reconstruite quelques années à peine avant la guerre. Et cet ensemble de forts est construit par des ouvriers venus d'un peu partout. Et l'un des grands spécialistes de cette histoire des forts construits à la fin du 19e siècle, c'est Joseph Silési. Et ça tombe bien, il a accepté de répondre à mes questions et m'a même accompagné à la découverte d'un de ces forts. Dès 1868, les tensions qui se renforcent entre la France et l'Allemagne poussent les autorités de l'Empire français à mettre en place une ceinture de fortifications sur les villes qui bordent les frontières de l'Empire. Metz est en première ligne. Tout autour de la ville, les lieux stratégiques sont sélectionnés. Et afin de mettre en place une défense adaptée, la conception des forts est faite en prenant en compte la modernité de l'armement ennemi. Disons, la genèse à la base, lorsque les Français vont penser cette couronne messine de forts détachés, ce sera donc la conséquence de la terrible bataille de Sadowa en 1866 qui va opposer les Prussiens et les Autrichiens. Ce qui va être dramatique pour les troupes autrichiennes, c'est l'utilisation de la part de l'ennemi, donc de la part des Prussiens, du canon Krupp, qui est un canon en acier et non plus en bronze, qui se charge non plus par la gueule mais par la culasse et qui a une âme rayée qui permet donc de tirer des obus oblongs d'une manière plus précise et avec une distance plus conséquente. Les canons Krupp inquiètent l'état-major français. Alors, pour garantir la sécurité de l'Empire, les forts seront construits de manière détachée. L'idée est de créer une muraille de feu capable de repousser les armées ennemies grâce à des tirs croisés provenant de plusieurs kilomètres. Et on va réfléchir sur les parties les plus hautes qui ceinturent la ville, donc la butte de Queuleux,
la butte du Mont-Saint-Quentin où l'on va construire le fort Diou, le fort de l'Est, le fort de Plappeville. Nous avons également le fort d'Héroulède à Voipy, le fort Gambetta, le fort Saint-Julien et au moment où la guerre éclate en juillet 1870, le fort de Saint-Privat qui est situé sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frescati dont il sort à peine de terre. Donc ce sont des bâtiments qui sont construits en pierre de Jaumont. Donc cela va nécessiter une importante main-d'œuvre, donc la française n'est pas suffisante, on va faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Donc des Italiens, notamment du Nord, des Lombards, des Piémontais, qui sont d'excellents tailleurs de pierre, donc on fait appel à leur savoir et à leurs compétences. Et on fait aussi appel à des Prussiens, des Poméraniens, aussi des ouvriers qui proviennent du Schleswig-Holstein. Et oui, la France n'est pas encore en guerre contre la Prusse, et faire appel à de la main-d'œuvre germanique n'inquiète pas les autorités. Pourtant, l'espionnage est déjà extrêmement répandu, et certains ouvriers griffonnent les plans des forts qui sont en construction avant de les remettre à l'état-major prussien. Un échange d'informations qui ne sera découvert que bien plus tard, et pourtant, les informations des espions vont guider les soldats de la coalition allemande tout au long de la guerre. Cela va expliquer, si vous prenez une carte routière ou une carte d'état-major, que les différentes batailles près du Mont-Saint-Quentin vont se dérouler hors de portée de tir de ces canons. Pour exemple, si on fait à vol d'oiseau un calcul entre Plappeville et Gravelotte, nous avons environ 12 km. La portée de tir des canons étant de maximum 4 km, il est évident que les Prussiens avaient bien pensé la chose. Ces informations joueront donc un rôle essentiel dans la défaite française de cette guerre de 1870. Rapidement, 180 000 soldats et leur général, le maréchal Bazaine qui commande l'armée du Rhin, se replient sur Metz dès le 20 août. La guerre tourne au fiasco et Napoléon III, l'empereur français, capitule. La coalition allemande était bien plus préparée en ce qui concerne la technologie, l'armée, la modernité de l'armée. Tous les principaux responsables de l'état-major français sont vieillissants, il y a des querelles entre eux, de la jalousie. L'école de guerre n'existe pas sous Napoléon III. On prend les meilleurs élèves issus de Polytechnique et de Saint-Cyr et on les affecte directement à l'état-major. Mais ils n'ont pas d'expérience. Les plus anciens ont l'expérience des guerres d'Italie, 1859, la bataille de Rome, juste avant l'unité italienne. Et donc, par rapport à ce type de bataille, de conflit, eh bien, les Prussiens vont être observateurs. Ils vont observer cette guerre de mouvement, l'utilisation des armements, comment l'artillerie et l'infanterie vont se comporter sur le terrain. Et donc, les élèves issus de la Kriegsakademie à Berlin vont sortir non seulement diplômés, mais formés et aguerris, avec une connaissance parfaite du terrain, de l'utilisation des cartes d'état-major. Aujourd'hui, l'un des forts qui représente cette ceinture fortifiée française se trouve sur les hauteurs de Plappeville. Doté de quelques 75 pièces d'artillerie lourde, d'une capacité de feu de 300 coups chacun, et quelques 800 hommes en garnison. Une force qui aurait pu permettre à la ville de Metz de tenir le siège plus longtemps. On peut alors se poser la question, quel a été le rôle de cette enceinte fortifiée ? Absolument aucun. Parce qu'au moment où le 19 juillet 1870 éclate donc le conflit entre la France et la Prusse, ces forts sont à peine achevés. Donc les soldats qui sont affectés en garnison à ces forts-là dorment sur des paillasses, les armements ne sont pas en place, il y a quelques batteries qui sont utilisées, mais malheureusement, ces forts ne seront utilisés qu'à l'automne 1944, au moment de la bataille de Metz. Mais ça, c'est un autre sujet. Le 27 octobre, Bazaine capitule et livre la ville de Metz à l'ennemi. Un revers que les Français ne lui pardonneront pas. Mais pour autant, les soldats français n'ont pas lésiné et se sont battus courageusement face à un ennemi mieux armé et mieux préparé. Ils ont été vaillants, c'était des soldats courageux, volontaires, qui voulaient défendre la France, l'Empire, malgré que il faut savoir qu'il y avait quand même quelques déconsidérations concernant le comportement, l'attitude, les volontés de Napoléon III, qui était vieillissant, malade. Donc la situation politique interne du pays était devenue un peu
un peu déséquilibrés. Et dans leur esprit, entrer donc en conflit avec les Prussiens, c'était redonner une forme de souveraineté nationale, une forme de cohésion à cette nation, à cet empire, que souhaitait bien évidemment Napoléon III. C'est l'une des raisons pour lesquelles il rentre dans ce conflit, pensant que cette échauffourée, considérée en tant que telle, n'aurait pas duré le temps qu'elle a duré, mais pas de la façon dont les Français l'avaient imaginé ou pensé. La ceinture défensive construite par les Français sera investie par les Prussiens. À Platteville, par exemple, le fort sera modernisé par les soldats victorieux jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et plus tard, comme un écho de l'histoire, lors de la Seconde Guerre mondiale, le fort sera à nouveau pris par les Allemands. Comme nous le voyons sur ces images, Heinrich Himmler, ministre de l'Intérieur du Troisième Reich, viendra même en visite devant les troupes du Führer Adolf Hitler. La guerre de 1870 n'aura donc pas vu l'utilité de cette enceinte de fort construite par les Français à la fin du XIXe siècle. Cela aurait pu pourtant changer la finalité de cette guerre, dont la France sortira détruite et humiliée. De cette guerre de 1870, il reste de nombreux vestiges et témoignages. Il y a bien sûr les ossuaires qui jalonnent le territoire comme on vient de le voir, mais il y a aussi les forts et les ouvrages fortifiés dont nous a parlé Joseph Silési. Et de nombreux vestiges nous permettent de comprendre encore un peu plus la violence de ces combats qui ont marqué la Moselle, les armures, les uniformes des soldats, mais aussi les représentations picturales des combats. Autant de témoignages aujourd'hui réunis au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion situé à Gravelotte, sur les lieux mêmes de la sanglante bataille du 18 août 1870. Pour cette dernière partie de cette émission, je suis donc allé à la découverte des collections de ce musée en compagnie du directeur des lieux, Laurent Turner. Dès son arrivée, le visiteur est plongé dans l'histoire. Une histoire terrible où les balles et les éclats d'obus ont fait couler le sang des soldats, comme en témoignent ces cuirasses percées d'impact qui ont sans aucun doute blessé l'homme qui l'a porté. Cette guerre dont ce musée fait l'écho, c'est celle qui mettra fin à l'Empire français de Napoléon III. Il y a 150 ans, en effet, après des tensions diplomatiques très importantes entre la Prusse et la France, la guerre est déclarée. La coalition germanique est menée par le Premier ministre prussien Otto von Bismarck, un homme qui déteste la France et son empereur et qui fera tout pour que cette guerre éclate entre les deux pays. L'occasion pour Bismarck de réunir les différentes entités allemandes contre un ennemi commun. Cette guerre, qui se déclare le 19 juillet 1870, sera le théâtre de terribles batailles. Aujourd'hui, les souvenirs de cette sanglante page de notre histoire sont réunis ici, dans ce musée, situé à Gravelotte, un lieu qui est loin d'être choisi au hasard. Gravelotte est considéré comme étant un lieu fort de l'histoire de la guerre de 70. Dans la culture populaire, on connaissait en langue française l'expression « ça tombe comme à Gravelotte », qui rappelait eh bien la mitraille, qui rappelait le nombre de soldats tués, qui rappelait le nombre de balles qui ont été tirées durant les journées du 16 et du 18 août. Et puis parce que Gravelotte, tout simplement, fait partie de ces batailles extrêmement importantes pendant la guerre de 70, ces batailles qui se sont passées autour de Metz, et qu'on va retenir essentiellement pour Gravelotte la date du 16 et du 18 août, avec en particularité pour le 16, d'avoir été la journée la plus meurtrière de cette guerre. 32 000 hommes blessés, disparus, morts, qui vont être dénombrés sur l'ensemble des deux camps, français et allemands. La conception de ce musée est le résultat de nombreuses interrogations liées à ce conflit entre les deux ennemis séculaires que sont la France et la Prusse. Dès l'origine de sa construction, la question se pose: comment mettre en lumière cette guerre qui opposa autrefois deux pays ennemis que l'histoire a fini par rapprocher au point qu'ils sont devenus amis? Le musée, tel qu'il a été conçu, présente l'histoire, rien que l'histoire, avec sa véracité, avec la question également des liens entre les nations. Il n'y a aucun parti pris qui est mis en avant ici. On ne va pas favoriser plus un camp qu'un autre. En fait, on se rend compte à la fin de la visite que
que ce soit le camp français ou le camp allemand, ils sont tous les deux responsables de ce conflit et ils sont tous les deux responsables de ce qui va donner par la suite. Par contre, le musée a pour objectif de montrer les liens franco-allemands au courant du XIXe siècle, à la fin de ce siècle-là également, et puis de pousser jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale pour montrer que petit à petit, le lien franco-allemand, ou du moins les divisions franco-allemandes à ce moment-là, vont forger en fait une partie des bases européennes que l'on connaît encore à l'heure actuelle. Un choix de mise en place qui ne manque pas d'étonner le visiteur tant les collections sont riches. Elles permettent en effet de découvrir une vue d'ensemble des champs de bataille de chaque côté des lignes de front. Tous ces habits, ces armes, ces cuirasses sont des éléments d'origine portés par ceux qui ont participé et qui parfois sont morts au combat. Les uniformes conservés au sein du musée et mis en exposition dans les vitrines vont représenter l'intégralité des forces armées présentes sur le terrain durant les batailles autour de Metz. C'est-à-dire que vous allez avoir des uniformes français, des uniformes allemands au sens large, que ce soit des Prussiens, des Bavarois, des Badois et autres encore, et qui vont montrer justement toute la richesse uniformologique de l'époque et qui vont montrer également, quel que soit le grade, que ce soit du simple sous-officier au général ou au maréchal, qui vont montrer les forces présentes sur le terrain pendant toute la durée du conflit. Mais afin de faire comprendre cette guerre et ses horreurs et d'y confronter directement le visiteur, de nombreuses représentations picturales rendent compte de l'horreur des nombreux combats qui se sont joués ici, en Moselle, autour de Metz notamment. La particularité de ce musée est d'avoir en parallèle de la présentation des uniformes des cabinets de peinture et de dessin qui permettent, de voir la vision et l'impression que les contemporains de ce conflit ont pu avoir de la guerre. C'est-à-dire que les artistes, qu'ils soient français, allemands ou autres, venant d'autres pays européens, à un moment donné, ont dépeint cette guerre, ont mis en avant ce conflit, ont donné une vision réaliste ou imaginaire, en fonction en fait, du fait qu'ils ont participé ou non à la guerre-là, et vont montrer la réception de la guerre par la population et vont permettre d'un côté de se souvenir du conflit, mais également de travailler sur la question de la revanche du côté français et de la victoire du côté allemand. Et en fait, confronter les deux au sein du musée permet d'avoir une vision franco-allemande de la peinture de la fin du XIXe siècle, avec les différences en termes de courant artistique, que ce soit du côté français où on va vers une peinture beaucoup plus impressionniste, le côté allemand sera beaucoup plus académique. Et en fait, la finalité va être, au sein du parcours, la découverte du panorama de Rezonville, qui est la Joconde en fait, du musée et qui montre en fait, ce que l'on était capable de faire en termes de peinture pour se souvenir, pour commémorer et pour raconter cette guerre. Le musée départemental de la guerre de 1870 et de l'annexion de Gravelotte a ouvert ses portes en 2004. Et depuis, il permet d'entretenir le souvenir d'une guerre terrible qui changea le cours de l'histoire et qui mènera à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. La muséographie, telle qu'on peut la voir à l'heure actuelle, a été imaginée par un comité scientifique international, c'est-à-dire des Français, des Allemands, des Anglais également qui ont travaillé dessus, qui ont imaginé la présentation de ces collections au sein de l'établissement, avec l'idée dans un premier temps de contextualiser cette guerre, rappeler à tout le monde quelle était la vie géopolitique au XIXe siècle, les raisons qui ont qui ont entraîné le démarrage de la guerre, et puis ensuite on fait en sorte que le visiteur entre dans ce conflit, se rende compte des premiers temps au début du mois d'août avec les batailles les plus importantes, que ce soit en Moselle ou en Alsace, et puis ensuite au fur et à mesure de sa pérégrination au sein de l'établissement, il va découvrir la bataille de Gravelotte, les batailles autour de Metz, et montera jusqu'au 10 mai 1871, c'est-à-dire la date de la signature du traité de Francfort, qui entérine définitivement l'annexion de l'Alsace et de la Moselle dans le nouvel empire allemand.
Comme un voyage dans le temps, au cœur d'une époque mouvementée et violente, ce musée de Gravelotte est un élément indispensable à la compréhension du territoire et de son histoire. La guerre de 1870 a été une page terriblement importante de notre histoire mosellane. De cette guerre d'hier, il reste aujourd'hui de nombreux éléments qui nous permettent de comprendre une page noire de notre histoire pas si lointaine. Seulement 150 ans nous séparent de cette histoire qui signera la fin du Second Empire de Napoléon III. Une page de l'histoire qui s'est jouée en majorité sur notre territoire, la Moselle. Et une page historique qui, aujourd'hui, participe à faire du département mosellan l'un des éléments clés de l'histoire de France.